bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Allemagne-Brésil, c'est l'affiche de la première demi-finale de la Coupe du Monde de football et c'est ce soir au stade Belo Horizonte. Coup d'envoi 22h, heure de Paris. Les Brésiliens sans Neymar peuvent-ils dominer les Allemands qui ont eu, il faut bien le dire, un peu de mal face au Ghana et à l'Algérie? Comment le Brésil vit-il cette Coupe du Monde? Que peut-il espérer de cet événement? Eh bien, on en parle avec nos invités, avec vous. Pascal Boniface, bonsoir. Directeur de l'IRIS, auteur de Géopolitique du sport, et c'est aux éditions Armand Collin. Et vous revenez tout juste du Brésil, où vous avez assisté, je crois, au match France-Allemagne. France-Allemagne, oui. Bon. C'était pas un succès pour nous, mais bon, c'est comme ça. Mourad Zeghidi, bonsoir, journaliste sportif à Canal+. Et puis avec nous, Juan José Dorado Muñoz, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste espagnol, vous êtes spécialiste de sport et vous êtes correspondant à Paris pour le journal Region International, si je le prononce bien. Et puis on attend d'une minute à l'autre Alexandre Kateb. Il est économiste, directeur du cabinet de conseil et d'analyse Compétences Finance et auteur des Nouvelles puissances mondiales. Pourquoi les BRICS changent le monde? Et c'est aux éditions Ellipse. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le sélectionneur de la Mannschaft, Joachim Löw, et celui du Brésil, Luis Felipe Scolari. Ce match est très important. Il peut nous mener à la finale. Ce match, c'est un match où nous n'allons pas seulement jouer pour nous, pour notre pays, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Mais nous donnerons aussi un peu de nous tous pour Neymar. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le Brésil va jouer dans ce stade avec le soutien de 200 millions de personnes. Nous abordons ce match avec confiance. Nous savons de quoi nous sommes capables. Nos chances ne sont pas si réduites. Mourad Zeghidi, est-ce que les Brésiliens peuvent gagner ce soir sans Neymar ? Est-ce que c'est possible? Oui, évidemment, parce que la pression populaire ce soir sera positive, c'est-à-dire dans la mesure où l'absence de Neymar et de Thiago Silva, leur capitaine, fragilise un peu cette sélection et la fait descendre son piédestal de favori. On peut dire que dans un coin de la tête de certains supporters brésiliens, battre l'Allemagne relèverait de l'exploit. C'est-à-dire que le Brésil reste favori, mais n'est plus le favori absolu. Ça, c'est sur le côté motivation, sur le côté mental. Sur le côté technique, la question mérite d'être posée parce que depuis le début de la Coupe du Monde, Neymar a été impliqué dans 3/4 des actions dangereuses brésiliennes. Et sans lui, on ne voit pas vraiment quel est le joueur qui pourra porter à bout de bras cette équipe brésilienne. Donc aujourd'hui, il s'agira peut-être plus de collectif que d'individualité, comme ça a été le cas lorsque Neymar était là. Et vous avez une préférence? Préfériez que l'Allemagne gagne, le Brésil? Écoutez, moi je vais vous dire, moi je suis un grand fan de la Nationalmannschaft version Joachim Löw, parce que je trouve qu'il a, on en parlera tout à l'heure, il a vraiment transformé le football allemand certes dans une machine rigoureuse, appliquée, mais aussi avec beaucoup de talent, beaucoup de fantaisie. Donc j'ai un petit peu le cœur allemand ce soir. Et vous, Pascal Boniface, vous avez le cœur un peu allemand ce soir ou plutôt brésilien? Les deux, enfin, plutôt brésilien. Soyons francs, effectivement, comme je pense beaucoup de Français. C'est vrai que Joachim Löw, les Allemands ont toujours été bons, mais là, en plus, ils sont sympathiques. Ce qui n'était pas vraiment l'habitude, notamment en 82, même en 86 d'ailleurs. Donc, ça change. Mais les Brésiliens, effectivement, il y aura moins de pression sur eux que d'habitude. Jusqu'ici, ils jouaient avec la peur de perdre, ce qui aurait été l'horreur, la honte. Et là, finalement, s'ils perdent, sans leur capitaine, sans leur meilleur joueur, tout le monde pourra dire « Ah, ils ont battu avec les honneurs ». Et donc, quelque part, ça peut les décomplexer et leur donner plus de liberté dans le jeu. En tous les cas, on s'attend à un beau match. On est parfois déçu quand on s'attend à un beau match, mais là, on a un dernier carré quand même entre l'Argentine, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Brésil. On a un dernier carré formidable, mais ça a été un mondial formidable. C'était vraiment l'un des plus beaux mondiaux depuis très longtemps, avec des matchs fantastiques, des retournements de situation, des buts extraordinaires, et surtout la fête. Tous ceux qui disaient que ça se passerait mal, que le Brésil ne serait pas prêt, etc., ont une fois de plus été démentis. Chaque fois, enfin pas chaque année, mais à chaque Coupe du Monde, on dit ça. On disait ça aussi pour l'Afrique du Sud. Voilà. Mais on va en reparler tout à l'heure. Juan José Dorado Muñoz, est-ce que les Brésiliens ont leur chance ce soir sans Neymar?
Bien sûr qu'ils ont leur chance. Je pense que ça va être compliqué quand même parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, il a participé à 3/4 des actions offensives et puis il y a Thiago Silva qui n'est pas là. Et on parlait des pressions positives. Je ne suis pas sûr que ça soit une pression positive parce que quelque part, aujourd'hui, les Brésiliens sont obligés d'aller au-delà. Et quand on regarde ce qu'ils ont fait depuis le mondial, je reconnais que j'aurais aimé avoir le cœur brésilien, mais j'étais déçu par cette équipe brésilienne. Et aujourd'hui, si une équipe fait du jeu, fait du football, c'est plutôt les Allemands avec cette équipe de Joachim Löw qui depuis 2006 a su transformer cette équipe qui est allée dans des demi-finales, dans des finales en 2008 en Coupe d'Europe. Et donc aujourd'hui, cette équipe est arrivée à maturité et ils sont prêts pour cueillir en quelque sorte les joueurs brésiliens. Et vous êtes d'accord avec Mourad Zeguidi lorsqu'il dit qu'il n'y a pas que la discipline allemande, parce que c'est vrai qu'on pense toujours à ça, le côté très discipliné. Alors nous, on est latin, donc on préfère évidemment le côté latinos. Mais il y a aussi du jeu, il y a un beau jeu aussi chez ces Allemands. Tout à fait, et c'est tout le mérite de Joachim Löw qui, en juillet 2006, prend cette équipe et qui est capable de l'amener en finale de la Coupe d'Europe face à l'Espagne en 2008. Il y a des joueurs comme Özil qui sont des créateurs, qui peuvent être meilleurs en méforme, mais qui sont vraiment des créateurs. Il y a des joueurs comme Philipp Lahm qui sont vraiment très beaux. Donc cette équipe a apporté à la rigueur, effectivement, allemande, cette créativité que ces dernières années ont donné plutôt à l'Espagne. Et c'est plus l'Allemagne d'avant aussi, on le voit lorsqu'on regarde les visages de l'équipe d'Allemagne. C'est aussi une Allemagne post-loi du sang. Avec un changement des règles de nationalité qui permet à des... Tang n'est pas vraiment à pas des racines germaniques, et la coalition rouge-verte qui était au pouvoir à la fin des années 90 a changé la loi sur la nationalité. C'est quoi cette loi, Pascal Boniface? Vous pouvez nous la rappeler quand même? Auparavant, on ne pouvait être allemand que si on avait des parents, des grands-parents allemands. Et même si vous viviez en Allemagne depuis très longtemps, le droit du sol ne s'appliquait pas. Il était extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de devenir allemand, même si vous viviez sur le sol allemand depuis 2 ou 3 générations. Cette loi a changé à la fin des années 90, au début des années 2000, avec la coalition verte social-démocrate, et on le voit dans la composition de l'équipe d'Allemagne. Auparavant, les Allemands, c'était tous des grands blonds, et bien là, c'est un peu plus divers, et dans la façon de jouer également, ça se reconnaît, parce que ce n'est plus le rouleau compresseur ou les Panzer Division d'avant. Absolument, on peut le rappeler d'ailleurs, comme le disait justement Pascal, depuis l'adoption du jus, plutôt du jus solis que du jus sanguinis, on a au cœur de la défense un Allemand d'origine ghanéenne, en milieu de terrain, donc Boateng, Khedira qui est père tunisien et Özil qui est parent tous les deux turcs. Puis je vais même vous donner une statistique qui serait surprenante, c'est qu'aujourd'hui, en termes de moyenne de poids et de taille, les Brésiliens ont un poids et une taille supérieure à la moyenne allemande, parce qu'il y a quelques petits joueurs. Philipp Lahm, le capitaine de l'équipe allemande, fait 1m73, ce qui est considéré comme un nain dans le football moderne. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas finalement une équipe monolithique. C'est une à équipe aujourd'hui qui a des aspérités, qui a... On pourrait même pousser le bouchon un peu loin, c'est de dire aujourd'hui, on va dire depuis 5-6 ans, l'Allemagne a fait un pas vers le football brésilien, alors que le Brésil que vous allez voir aujourd'hui a fait un pas vers le football allemand. Parce qu'ils vont jouer, alors sans rentrer trop dans le débat tactique, ils vont jouer avec 3 milieux défensifs qui sont vraiment des joueurs costauds. Les Luis Gustavo qui jouent en Allemagne, et d'ailleurs, Paulinho, c'est pas vraiment une équipe d'artistes, hein, les pas des attaquants. C'est pas des artistes, c'est pas des esthètes. Sur la note artistique, je vous invite à regarder le match, on se reverra après. Je regarderai. Je suis certain que sur la note artistique, la beauté du geste, les Allemands, et Pascal sera d'accord avec moi, n'ont rien à envier aux Brésiliens. Un Özil est un magnifique joueur, un Toni Kroos pareil, un Philipp Lahm, ils sont beaux à voir. Et d'ailleurs, Joachim Löw a prévenu, et il a dit, attention, j'aimerais pas que ce match devienne un match très physique, en faisant référence justement aux Brésiliens, qui ont eu des matchs extrêmement physiques, dur, parfois violent, notamment face à la Colombie. Et donc, que ce soit un Allemand qui dise ça des Brésiliens, ça montre à quel point, effectivement, le football est en train de changer. Pascal Boniface, Neymar, il représente quoi pour le Brésil ? C'est leur vedette. Alors, c'est pas encore Pelé, bien sûr, parce que d'une part, il n'a pas gagné 3 Coupes du Monde, qu'il n'est pas dans la légende. Il faudra attendre un peu plus, mais c'est le joueur qui représente justement le football spectaculaire que les Brésiliens aiment bien et qui est porteur d'espoir, d'avenir. Les Brésiliens étaient en attente de cette vedette qui fait se lever les foules dans un stade. Il n'a que 22 ans, donc il a encore tout son potentiel devant lui, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un tel artiste. Donc il faut encore qu'il confirme
ce talent. Il a une saison un peu difficile au Barcelone, il a un problème d'adaptation. Il a déçu au cours de la saison par rapport à tout ce que l'on pouvait attendre de lui. Mais Lucas aussi, pareil, au Paris Saint-Germain. On sent qu'il y a un potentiel de talent. Moi, je suis sûr que Lucas va exploser l'an prochain et peut-être qu'il manquera ce soir d'ailleurs aux Brésiliens en l'absence de Neymar. Mais donc, c'est vraiment, et c'est l'idole. Là, au Brésil, ils ont tous son maillot sur le dos. S'il y a vraiment un maillot que tout le monde porte, c'est celui de Neymar dans les rues brésiliennes. Alors d'ailleurs, 1962, je crois qu'il y a eu un match Brésil-Chili, si je ne me trompe pas. Pelé d'ailleurs qui était la grosse star à l'époque, n'avait pas joué ce match et pourtant le Brésil avait gagné. Donc c'est pas impossible ce soir où c'est des comparaisons. C'était pas la même opposition quand même à l'époque. C'était pas la même opposition. Effectivement, comme disait à juste titre Pascal, Neymar c'est vraiment la star du Brésil. Alors il n'est pas Pelé parce qu'il est encore tout jeune, il est vraiment jeune. Et il faut lui rendre hommage Neymar parce que là, il a pris ses responsabilités lors des 5 matchs qu'il a joués. Où il a vraiment porté l'équipe à bout de bras, malgré son très très jeune âge, il n'a que 22 ans. Mais paradoxalement, peut-être que sur ce match, un Neymar sera plus important qu'un Pelé, parce que Pelé avait une grande équipe à côté de lui. Je ne suis pas sûr que Neymar ait de gros remplaçants au Brésil. Puis Neymar aussi, c'est une belle histoire sociale au Brésil, parce que nous, on vit un peu dans des clichés sur le Brésil. Tous les joueurs de l'équipe brésilienne ne sont pas des enfants de favelas. Loin de là, vous avez même de tradition dans le football brésilien des dernières années, des figures qui viennent de familles extrêmement cultivées, extrêmement riches. Je pense à Kaká, qui a été Ballon d'Or. Leonardo lui-même, l'ancien directeur du PSG. Socrates et Raïs, son frère, qui viennent de familles cultivées, voire aristocrates ou bourgeoises, ou en tout cas, on va dire, de classe moyenne supérieure. Neymar, c'est vraiment un enfant des favelas, et son ascension est une belle histoire pour tout le Brésil, d'autant plus qu'on ne lui connaît pas trop de phrases, qu'on ne lui connaît pas non plus un goût immodéré pour le luxe et la luxure. Un garçon sain, alors. Et donc, à quelque chose près. À quelque chose, oui, quelque chose près, d'accord. Vous n'êtes quand même pas à 100%. Il aime bien faire la fête, comme tous les Brésiliens. Sinon, il ne serait pas brésilien. Et puis, il est jeune, il a 22 ans, et puis, comme vous dites, sinon, il ne serait pas brésilien. Donc, ce tweet d'un de nos internautes, il n'y a pas que lui dans l'équipe du Brésil. Il va être remplacé par qui, Pascal Boniface, ce soir ? J'ai pas la composition. Par qui, sans doute ? A priori, il va changer. Felipao, comme on appelle l'entraîneur du Brésil, devrait faire basculer Oscar dans l'axe, avec peut-être Hulk à droite et Willian. Mais il n'y a pas véritablement de remplaçant de Neymar. Il n'y a pas ce joueur capable d'éliminer en partant dans l'axe, en dribblant les joueurs. Juan José Dorado Muñoz, un mot quand même sur Scolari, parce que c'est une personnalité, c'est une star aussi au Brésil, et ça fait des années qu'il entraîne cette équipe nationale. Effectivement, déjà, il faut se rappeler tout simplement qu'en 2002, dernier titre mondial du Brésil, face à l'Allemagne, c'était Scolari qui était l'entraîneur de cette équipe brésilienne. Alors, on a beaucoup critiqué aussi Scolari par rapport à ses choix tactiques, par rapport aux joueurs qu'il a appelés. Il est certain qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là, qui auraient pu être là, qui aurait mérité d'être là. Mais c'est vrai qu'il a prouvé jusqu'aujourd'hui qu'effectivement, il ne s'est pas trompé. Espérons effectivement qu'au bout des 90 minutes, qu'à minuit ce soir, on pense toujours la même chose de lui. Parce qu'en fait, Scolari aura un succès majeur s'il va en finale et s'il gagne cette Coupe du Monde. S'il s'arrête avant, il aura complètement tout perdu. Et les critiques que depuis quelques jours, peut-être, on a arrêté autour de lui, vont recommencer. Oui, vous voyez pas tout à fait d'accord. Mission accomplie, et d'un certain côté, l'absence et de Neymar et de Thiago Silva, qu'il ne faut pas oublier, qui est le capitaine, qui est quand même qui est considéré comme le meilleur défenseur du monde. Si vous avez l'un des meilleurs attaquants du monde et l'un des meilleurs défenseurs du monde, voire les deux meilleurs qui ne sont pas là, ça donne des excuses pour ne pas gagner. Ça aurait été une catastrophe pour Scolari et pour tous les joueurs si le Brésil avait été éliminé avant. Mais là, en demi-finale, avec les deux meilleurs joueurs de l'équipe qui ne sont pas là, disons qu'il y a des arguments qui viennent excuser une éventuelle défaite. Des excuses. Des excuses. Les Brésiliens, ça dépendra du déroulement du match. Gagner cette Coupe du Monde. Ça dépendra du déroulement du match aussi, il faut le dire. Oui, bien sûr. S'ils jouent bien et qu'à la fin ils perdent, on dira que c'est un mondial réussi. Même si je suis d'accord avec vous, le visage qu'a donné le Brésil pendant cette Coupe du Monde a quand même été très décevant. Oui, alors ça a été dur. Ça, c'est un autre débat. Là, c'était un peu décevant. Je ne vous cache pas, moi, je n'y connais pas grand-chose au football. Mais quand même de les voir pleurer, Neymar pleurer, Thiago pleurer, ils pleuraient tous, là, collectivement. Vous n'êtes pas sensible au fait que les hommes peuvent avoir des émotions. Oui, mais là, quand même, je ne sais pas. Mais quand même, on en reparlera peut-être tout à l'heure, l'une des images fortes qui
qui est devenu un rituel absolument extraordinaire dans cette Coupe du Monde, c'est de voir les Brésiliens chanter l'hymne tous ensemble, et notamment cette dernière strophe a cappella, qui a été d'ailleurs exprès faite par les organisateurs en coordination avec les dirigeants de la fédération brésilienne. C'est un moment très très fort de communion totale. Et c'est quoi cette dernière strophe, hein? Ah, je la connais pas par cœur, vous êtes gentil. Je sais que ça s'appelle Ordem y Progresso, l'hymne national. Mais en fait, les 2 premières strophes de l'hymne national sont chantées normalement. Et puis, alors je ne sais pas trop à l'origine si c'était une demande de Scolari ou non. Écoutez aujourd'hui, regardez aujourd'hui, la dernière strophe de l'hymne national est chantée à cappella avec 70 000 personnes en délire. Et c'est absolument, ça vous donne la chair de peau, quoi. On regardera ça ce soir. Mourad Zeghidi, il veut que l'Allemagne gagne, il mise sur l'Allemagne. Pascal Boniface, il espère plutôt les Brésiliens. Vous ne m'avez pas dit Juan José Dorado Muñoz? C'est plutôt l'Allemagne. Plutôt l'Allemagne. Alexandre Kateb, il nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un favori d'abord ce soir, hein? Moi, c'est le Brésil. Hein. Je ne peux pas parier sur un autre pays que le Brésil. Hein. Surtout que c'est l'organisateur. Et bon, il y a une telle ferveur populaire, effectivement, que je pense que les Brésiliens seront très déçus si leur équipe ne se qualifie pas en finale. Est-ce qu'il y a eu justement un changement un peu dans l'attitude des Brésiliens face à cette Coupe du Monde? Parce qu'on a vu avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde beaucoup de manifestations sociales, on va en reparler dans un instant, des Brésiliens finalement qui disaient qu'ils n'avaient pas l'air plus enjoués que ça. Est-ce qu'il y a eu un retournement de situation? Est-ce que maintenant c'est tout un peuple qui est derrière son équipe? Je pense que c'est tout un peuple qui est derrière l'équipe nationale de football, hein. Ça c'est clair, mais ça je pense que c'est une constante effectivement au Brésil, hein. Le football suscite tellement de passion que ça dépasse tous les problèmes politiques et sociaux du moment, et en même temps on ne peut pas dire que ça a échangé quelque chose à la situation sociale, à la contestation sociale. On a vu des manifestations, y compris pendant l'envoi après l'envoi de la Coupe du Monde, hein, pendant la phase de poule, et cette contestation elle va ressurgir inévitablement dès que cet événement sportif sera passé, voire même en ce moment, hein, puisque tous les médias sont focalisés sur ce qui se passe sur le terrain, mais hors du terrain, cette contestation elle continue, et on parle déjà de la présidentielle qui va se tenir, de l'élection présidentielle d'octobre. Pascal Boniface, vous qui étiez sur place, vous avez senti cette ferveur dans les rues. Qu'est-ce que vous avez vécu quand vous étiez là-bas? Ce mondial a fait voler en éclats 2 idées reçues qui circulent. Le football est l'opium du peuple. Non, il y a des revendications. Il y a une petite trêve pendant le mondial. Elles vont revenir après. Et l'autre idée reçue, c'est de dire que maintenant que le Brésil est un pays moderne, émergent, le football est mis de côté. Sur les fenêtres de Rio, dans ces grands immeubles de Rio, il y a une fenêtre sur 4 qui aborde le drapeau brésilien. Mais c'est fantastique comme paysage. Imaginez cela en France quand on fera l'Euro 2016, je ne crois pas. Et donc, tous les drapeaux brésiliens sont partout. Et dans les rues, tout le monde a le maillot Auriverde, et aussi bien les femmes que les hommes. C'est pas du tout un spectacle masculin. Les gens vont en couple, en famille, toutes générations confondues. Et moi, j'ai assisté au match Brésil-Colombie qui était à 17h heure locale dans les rues de Copacabana. Mais c'était noir de monde, tous les cafés débordaient. La fan zone de 20 000 places était prise d'assaut dès le matin, donc on ne pouvait plus y accéder. Et vraiment, c'était une foule en liesse à chaque but qui tressaillait, une ambiance vraiment festive. Donc il y a un soutien, on ne parle que de cela, tout le monde a son maillot de l'équipe nationale. Au match France-Allemagne, les gens sont venus avec leur maillot du Brésil, et aussi ce qui était sympathique, c'est que les Français et les Allemands étaient mélangés, on n'était pas dans des tribunes séparées, et nous on avait le maillot bleu, eux ils avaient le maillot blanc, et il n'y avait aucun souci entre supporters. Donc toutes ces idées reçues sur le football, la guerre, l'opium du peuple, volent en éclats avec ce mondial, elles volent d'ailleurs en éclats souvent, et là vraiment il y a une ferveur des Brésiliens pour le football et pour leur équipe, c'est plus que le sol tremblait au but de Thiago Silva et de David Luiz. Il tremblait d'autre façon quand il y a eu le penalty pour la Colombie, et au coup de sifflet final, ça a été vraiment un festival. On fait une petite pause. Mourad Zeghidi, je vous donne la parole dans la seconde partie de ce débat. On fait une petite pause et on va revenir, si vous voulez bien, dans un instant sur la situation en Israël et dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza. À tout de suite.